Une seule phrase prononcée dans une langue qu'il croyait être son arme secrète était sur le point de coûter au milliardaire Damien Lefebvre bien plus que sa simple fierté. Il l'avait voulu comme une plaisanterie discrète et cruelle, destinée à son partenaire commercial, une façon de se moquer de la serveuse apparemment insignifiante qui lui servait sa bouteille de vin à 5 000 €. Il avait supposé qu'elle ne faisait que partie du décor, un autre visage qu'il aurait oublié au moment de monter dans sa limousine. Il avait tort. Ce qu'il ignorait, c'est que cette serveuse était un fantôme. Une femme qui avait tourné le dos à une vie de secret et de danger, et il venait de prononcer le code qui allait faire ressurgir son passé dans le présent, directement à sa table. L'atmosphère de l'Apogée, un restaurant 3 étoiles Michelin niché au cœur du 8e arrondissement de Paris, était lourde de l'odeur de l'argent et de la truffe blanche. C'était un lieu où les conversations se déroulaient à voix basse, mais où des contrats de plusieurs millions d'euros étaient scellés par le tintement subtil des verres en cristal. Pour Hélène Dubois, c'était une cage dorée qu'elle s'était choisie. Depuis 2 ans, ce ballet prévisible et à bourse au risque du service était son sanctuaire, son camouflage. À 28 ans, Hélène portait son uniforme de serveuse comme une armure. Ses cheveux auburn étaient tirés en un chignon réglementaire sévère, et son visage, qui aurait pu être saisissant, était exercé à une expression de neutralité agréable. Elle était efficace, silencieuse et invisible, précisément les qualités qu'elle avait cultivées. Personne ici ne savait qu'il y a à peine 3 ans, elle ne transportait pas des plateaux de caviar beluga, mais plutôt des secrets d'État. Personne ne savait que son oreille, qui maintenant guettait la demande subtile d'un peu plus d'eau, avait été autrefois entraînée à discerner les dialectes du Levant et à déchiffrer le langage codé des diplomates et des espions. Ce soir-là, la table 7 était le centre de l'univers du restaurant. Elle était occupée par Damien Lefebvre. Lefebvre n'était pas seulement riche, il était une force de la nature, un titan du capital investissement avec un esprit notoirement vif et une langue encore plus acérée. Sa présence aspirait l'oxygène d'une pièce. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford sur mesure, avec des yeux sombres et perçants qui semblaient évaluer et rejeter tout en un seul regard. Avec lui se trouvait un homme nommé M. Faisal Al-Jamil, un investisseur potentiel d'Arabie Saoudite, dont le tobe et la goutra traditionnelle contrastaient fortement avec la coupe occidentale de Lefebvre. Dès leur arrivée, Damien Lefebvre s'est montré difficile. L'eau n'était pas assez froide. L'éclairage était un degré trop faible. Il a remis en question la connaissance d'Hélène de la carte des vins. Ses questions étaient empreintes d'une incrédulité condescendante, comme si une fille comme elle ne pouvait absolument pas comprendre les nuances entre un Château Margaux de 1982 et un de 1985. Hélène a géré tout cela avec une grâce professionnelle. « Un excellent choix, monsieur », disait-elle avec un petit sourire inoffensif. Le 82 a une finale plus robuste, mais le 85 est considéré comme exceptionnel pour son équilibre. Il a eu un sourire narquois, une lueur d'amusement dans ses yeux froids, avant de faire un geste dédaigneux de la main et de commander le 82, comme pour prouver qu'il avait toujours su mieux que quiconque. Son directeur, un homme perpétuellement nerveux nommé Robert, rôdait à proximité. Le visage pâle, l'inquiétude suintant de chaque pore. Il se sentait responsable de chaque détail, et la présence de Lefebvre était un test de résistance pour son système nerveux. « Tout va bien, mademoiselle Dubois », a-t-il murmuré alors qu'elle passait près de l'office, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des cuisines. « Parfaitement bien, Robert. Monsieur Lefebvre est simplement... »« décidé », répondit-elle, sa propre voix un parangon de calme. C'était un mensonge, bien sûr. Rien n'allait bien. La présence de Damien Lefebvre était comme un front orageux qui approchait. Ce n'était pas seulement son arrogance. C'était l'énergie prédatrice et agitée qui émanait de lui. Une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis sa vie antérieure. Une vie qu'elle avait enterrée dans une tombe peu profonde dans le désert syrien. Chaque fibre de son être était en alerte. Ses anciens instincts, longtemps endormis, se réveillant lentement. Elle retournait à la table avec le vin décanté, ses mouvements fluides et économiques, un ballet qu'elle avait perfectionné pour se fondre dans le décor. Elle a versé une petite quantité pour que Lefebvre puisse goûter. Il a fait tourner le liquide pourpre profond, l'a humé avec un air exagéré de connaisseur et a pris une gorgée. Il a gardé le vin en bouche un long moment, ses yeux fixés sur Hélène. C'était un jeu de pouvoir, conçu pour la mettre mal à l'aise, pour affirmer sa domination. Elle a soutenu son regard, son expression placide, son cœur battant un rythme lent et régulier contre ses côtes. Elle avait fait face à des hommes armés,
Un milliardaire avec un ego surdimensionné n'était rien en comparaison. Finalement, il a hoché la tête. Ça suffira. Alors qu'elle se déplaçait pour servir M. Al-Jamil, Lefebvre s'est tourné vers son invité et, se croyant à l'abri dans l'intimité d'une langue étrangère, il a commencé à parler dans un dialecte levantin précis de l'arabe. « Pardonnez le service médiocre, Faisal, a-t-il dit, les mots arabes coulant avec aisance. Il faut comprendre que dans ce pays, il laisse n'importe qui de la rue porter un plateau. Regardez-la, elle ne peut probablement même pas rendre la monnaie d'une course en taxi. » La main d'Hélène n'a pas tremblé. Le flot du vin dans le verre est resté parfaitement stable, mais à l'intérieur d'elle, un interrupteur a basculé. C'était un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Un clic d'acier, l'armement d'une arme qu'elle pensait avoir démantelée pour toujours. Il ne se contentait pas de l'insulter. Il utilisait un dialecte spécifique, un dialecte qu'elle connaissait intimement depuis son séjour à Damas. M. Al-Jamil a eu un haussement d'épaule non engageant, un geste diplomatique pour éviter de prendre parti. Elle semble assez compétente. Lefebvre a gloussé, un son bas et dédaigneux. Compétente pourquoi? Renverser du vin sur mon costume. C'est dommage. Nous pourrions avoir cette conversation dans un environnement plus raffiné, mais cet accord exige un certain niveau de discrétion. À ce propos, nous devons nous assurer que la transaction est aussi propre que celle avec le faucon de Damas. Le temps s'est arrêté. Le nom. Le faucon de Damas. Ce n'était pas un nom. C'était un nom de code. Un fantôme. Un homme mort dont Hélène sentait le sang sur ses mains. L'air dans ses poumons s'est transformé en glace. Le restaurant animé, le tintement des verres, le visage anxieux de Robert. Tout s'est estompé dans un silence rugissant. Tout ce qui existait était ce nom, suspendu dans l'air entre les deux hommes, un spectre d'un passé auquel elle avait failli mourir pour échapper. Son sang s'est glacé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était impossible. Comment Damien Lefebvre, un requin du capital investissement parisien, connaissait-il ce nom? Un nom qui n'était connu que d'une poignée de personnes dans les plus hautes sphères du Quai d'Orsay et de quelques âmes malheureuses dans une prison des services de renseignement syriens. Lefebvre, inconscient de la bombe qu'il venait de faire exploser, a continué, son arrogance intacte. Ses mains sont probablement rugueuses à force de frotter les sols. Essayez de ne pas les regarder. Hélène a fini de verser le vin. Elle a posé la bouteille sur la table, l'étiquette parfaitement tournée vers M. Lefebvre, conformément à sa formation. Son esprit était un maelstrom de peur, de colère et de 1000 questions sans réponse. Reste invisible. Une voix a crié dans sa tête. Ne dis rien. Pars. C'est ta nouvelle vie. Tu es Hélène Dubois, une serveuse. Tu es en sécurité ici. Mais une autre voix, plus froide, plus dangereuse, qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, a murmuré en retour « Il connaît le nom. Soit c'est un ami, soit c'est l'ennemi qui t'a détruite. Il n'y a pas de juste milieu. » Elle s'est redressée, sa posture changeant subtilement. La servitude docile s'est évanouie, remplacée par une immobilité troublante. Elle a légèrement tourné la tête, son regard n'étant plus déférent, mais direct, rencontrant d'abord les yeux de M. Al-Jamil, puis se posant sur Damien Lefebvre. Elle a pris une petite inspiration pour se stabiliser, et puis, dans le même arabe damascène, éduqué et sans défaut, elle a répondu. Sa voix était calme, mais elle a fendu l'air comme un rasoir. Le château Margaux, 1982, a des notes de cèdre et de cassis, a-t-elle commencé. Son accent parfait, sa grammaire impeccable. Il s'accorde mal avec l'arrogance, mais il pourrait, si vous avez de la chance, laver le goût amer de l'ignorance. Elle a fait une pause, laissant les mots atterrir avec le poids d'une sentence. Puis elle a porté le coup de grâce final et dévastateur. « Et pour votre information, monsieur, a-t-elle ajouté, sa voix tombant à un quasi-murmure, ses yeux le transperçant. Mes mains ne sont pas rugueuses, mais elles ont enterré des hommes qui connaissaient le nom que vous venez de mentionner. » Le silence qui s'est abattu sur la table était absolu. C'était un silence lourd, suffocant, qui semblait déformer le tissu même de l'ambiance joyeuse du restaurant. Le sourire poli de M. Al-Jamil s'est figé sur son visage, sa main planant au-dessus de son verre d'eau. La fourchette dans la main de Damien Lefebvre a cliqueté sur son assiette en porcelaine, le son résonnant comme un coup de feu dans le vide soudain. Le visage de Lefebvre était un masque de choc pur et total. Sa mâchoire était tombante, ses yeux sombres écarquillés d'incrédulité. Le masque du milliardaire arrogant avait été arraché, laissant derrière lui un homme complètement exposé. Il regardait Hélène, non pas comme une serveuse, mais comme s'il voyait un fantôme. C'était un homme qui contrôlait tout et tout le monde dans son orbite.
et cette femme calme et discrète venait de faire exploser une grenade au milieu de son monde soigneusement construit. Hélène a soutenu son regard pendant un long moment chargé. Son cœur martelait ses côtes, un oiseau frénétique battant contre une cage. L'adrénaline, une sensation dont elle avait autrefois vécu, parcourait ses veines. La peur était là, un nœud froid dans son estomac, mais elle était éclipsée par une clarté féroce et provocante. Elle venait de mettre le feu à son sanctuaire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle a fait un signe de tête, bref et professionnel. « Profitez de votre repas, messieurs. » Sur ce, elle a tourné les talons et s'est éloignée, ses pas mesurés et calmes, un contraste saisissant avec le chaos qu'elle venait de déchaîner. Chaque œil dans sa vision périphérique semblait être sur elle, mais elle se concentrait sur un seul point, le bois poli de la porte de service. En la poussant pour entrer dans le monde frénétique et bruyant de la cuisine, elle a senti son sang-froid commencer à se fissurer. Elle s'est appuyée contre l'acier inoxydable frais d'un comptoir de préparation, prenant une profonde inspiration tremblante. La cacophonie des chefs qui criaient et des casseroles qui s'entrechoquaient était un bouclier bienvenu. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle a sursauté. C'était Maria, une autre serveuse, son jeune visage plein d'inquiétude. Ce type à la table 7, Lefebvre, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. « Tu vas bien ?» Hélène a forcé un sourire qui semblait fragile. « Ça va, juste une maladresse. J'ai besoin d'un moment. » Elle n'a pas attendu de réponse, se dirigeant rapidement vers le petit vestiaire exigu du personnel. Elle s'est aspergée le visage d'eau froide, son reflet dans le miroir fissuré montrant une étrangère aux yeux hantés. « Qu'as-tu fait ?» a crié la voix de la raison. « Tu avais une seule règle, être invisible. Tu viens d'allumer une fusée de détresse en pleine nuit. » Le nom, le faucon de Damas, y résonnait dans son esprit. Il était un atout, une source de haut niveau au sein du régime syrien, fournissant des renseignements cruciaux à l'ambassade de France, où elle travaillait comme traductrice diplomatique principale. Son vrai nom était Tarek. Il avait une femme et 2 jeunes filles. Hélène avait été son agent de liaison, la voix à l'autre bout de la ligne sécurisée, celle qui traduisait ses avertissements chuchotés en renseignements exploitables pour l'ambassadeur Robert Hubert. Et c'est elle qui avait traduit le dernier message confus avant que la ligne ne soit coupée. Le message parlait d'une trahison, d'une taupe au sein de leur propre opération. 2 jours plus tard, Tarek a été publiquement exécuté comme un traître. Hélène a à peine réussi à s'échapper de Damas elle-même, exfiltrée en pleine nuit avec une nouvelle identité et une âme marquée par la culpabilité. L'ambassadeur Hubert avait pris une retraite anticipée dans la disgrâce peu de temps après. La taupe n'a jamais été trouvée. Un coup sec à la porte du vestiaire la ramena au présent. C'était Robert, son directeur. Son visage était cendré. « Hélène, monsieur Lefebvre, il veut vous voir maintenant. Robert, je... » « Non, tu ne comprends pas, siffla-t-il, sa voix tremblante. Il n'a pas demandé, il a exigé. Il a fait partir son invité. Lui a dit que la réunion était terminée. Il attend dans le salon privé. Qu'est-ce que tu lui as dit, pour l'amour de Dieu ?» L'esprit d'Hélène s'emballa. C'était ça, la confrontation. La fuite n'était plus une option. Il connaissait le nom. Elle devait savoir comment. Elle a lissé son tablier, un geste futile de normalité dans une situation qui était tout sauf normale. « C'est bon, Robert, c'était un malentendu. » Il la regarda, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Il n'a pas l'air d'un homme qui a mal compris, Hélène. Il a l'air d'être sur le point d'acheter ce restaurant juste pour avoir le plaisir de virer tout le monde. Elle passa devant lui, la tête haute. En approchant du salon privé, le salarium, elle vit 2 grands hommes en costume sombre devant la porte. Ce n'était pas la sécurité du restaurant, c'étaient des professionnels. Leurs yeux la suivaient avec une intensité exercée et troublante. L'un d'eux lui ouvrit la porte sans un mot. Le salarium était l'espace le plus exclusif de l'apogée. Une petite pièce avec un plafond de verre qui donnait sur les toits scintillants de Paris. Damien Lefebvre se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, regardant la ville dont il possédait une partie importante. La table était vide, à l'exception d'une bouteille d'eau et de 2 verres. Il ne se retourna pas quand elle entra. La porte se referma derrière elle, les enfermant. « Fermez les stores », ordonna-t-il. Sa voix était différente maintenant. L'arrogance précédente avait disparu, remplacée par un ton aussi froid et tranchant que de l'acier chirurgical. Hélène se dirigea vers le panneau mural et appuya sur le bouton. Des stores motorisés descendirent, plongeant la pièce dans un espace intime et ombragé, éclairé uniquement par une seule lampe tamisée sur la table. La ville scintillante disparut.
Qui êtes-vous ? Demanda-t-il sans encore se retourner. Je m'appelle Hélène Dubois, je suis votre serveuse. Il se retourna enfin, son visage illisible, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit se hérisser les poils de ses bras. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Le nom sur votre candidature est presque certainement un faux. Votre numéro de sécurité sociale est probablement propre, mais ce sera un fantôme, pas d'historique de crédit avant 2 ans. Vous parlez l'arabe damascène comme si vous y étiez né, et vous connaissez un nom de code d'une opération de renseignement qui a échoué et coûté la vie à un homme. Alors je vous le demande encore, qui êtes-vous ? Le monde soigneusement construit d'Hélène n'avait pas seulement été fissuré, il avait été brisé en 1 million de morceaux. Elle n'était plus Hélène Dubois, serveuse. Elle se tenait dans une pièce avec un homme qui détenait, de manière improbable, une clé de la vie qu'elle avait tenté d'incinérer. « Cela dépend, répondit-elle, sa voix stable malgré le tremblement qu'elle sentait au plus profond d'elle-même. Qui êtes-vous pour connaître le nom d'un homme mort ? Lefebvre fit un pas de plus, sa silhouette imposante se profilant au-dessus d'elle. L'odeur d'une eau de Cologne coûteuse et de pouvoir emplissait le petit espace. « Je suis l'homme qui a financé l'opération, dit-il, sa voix un grognement bas et dangereux. Le faucon était mon atout, et sa mort m'a coûté un demi-milliard d'euros en actifs déstabilisés. Sans parler de la vie de cet homme. Alors, vous pouvez imaginer ma surprise quand une serveuse qui me sert du vin me dit qu'elle a enterré des hommes qui connaissaient son nom. Vous avez 60 secondes pour me dire qui vous êtes, et ce que vous savez, avant que mes hommes là-dehors ne commencent à fouiller dans votre vie, d'une manière que vous n'apprécierez pas. 60 secondes. À partir de maintenant. Les 60 secondes que Damien Lefebvre offrait semblaient à la fois une éternité et une fraction de seconde. L'esprit d'Hélène travaillait furieusement, traitant la nouvelle et terrifiante variable qu'il venait de jeter dans l'équation. Il a financé l'opération. Le financement privé pour le renseignement clandestin était une zone grise, un monde obscur où des hommes comme Lefebvre pouvaient opérer au-delà de la surveillance officielle des gouvernements. C'était dangereux, déniable, et cela expliquait comment il pouvait connaître un nom comme le faucon. Cela signifiait aussi qu'il était puissant, d'une manière qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Elle pouvait mentir, inventer une histoire, mais c'était un homme qui se nourrissait de mensonges au petit déjeuner. Il verrait clair dans son jeu en un clin d'œil. La seule monnaie d'échange qu'elle avait dans cette pièce était la vérité, ou du moins une version soigneusement choisie de celle-ci. « Mon nom, commença-t-elle, sa voix basse et égale, n'est pas Hélène Dubois. C'est le nom qu'on m'a donné quand j'ai quitté Damas. » Les yeux de Lefebvre se plissèrent, mais il ne dit rien. Il écoutait simplement, toute sa posture étant une attention prédatrice et tendue. « J'étais traductrice diplomatique à l'ambassade de France, continua-t-elle. Mon titre officiel était attaché linguistique et culturel principal. Officieusement, j'étais un agent de communication pour certains atouts de grande valeur. Le faucon était l'un d'eux. Une lueur de quelque chose, reconnaissance, confirmation, passa dans les yeux de Lefebvre. Il avait clairement fait ses devoirs, ou était en train de les faire en temps réel. Il avait probablement une équipe quelque part en train de fouiller des bases de données, à la recherche d'une femme correspondant à sa description, qui avait disparu du Moyen-Orient il y a 3 ans. Vous étiez l'agent de liaison de Tarek. Il a accentué l'utilisation du vrai nom du faucon. Un test clair. Je l'étais, confirma-t-elle, une nouvelle pointe de culpabilité se tordant dans ses entrailles. J'ai été la dernière personne à qui il a parlé. Quel était son dernier message ? Pressa Lefebvre, sa voix implacable. C'était le cœur du problème, le secret qu'elle avait porté comme un éclat de verre dans son cœur pendant 3 ans. Il a dit que l'opération était compromise de l'intérieur. Il a mentionné un nom, Julien. Il a dit que Julien avait vendu les informations au service de renseignement du régime. Puis la ligne a été coupée. L'expression de Lefebvre resta de marbre, mais un muscle de sa mâchoire tressaillit. Julien Moreau, du Quai d'Orsay. Il était le chef de mission adjoint de l'ambassadeur Hubert. Il était aussi sur ma liste de paix. Hélène sentit une vague de nausée. Julien, bien sûr. Il avait toujours été trop lisse, trop ambitieux. Il avait accès à tout, et il était sur la liste de paix de Lefebvre. C'était plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Moreau a fait l'objet d'une enquête, dit Hélène, sa voix vide. L'examen interne n'a pas trouvé de preuves suffisantes. Il a été discrètement réaffecté à un poste de bureau à Bruxelles. L'ambassadeur Hubert a été contraint à une retraite anticipée pour étouffer l'affaire. Un poste de bureau. Lefebvre a répété les mots, dégoulinant de mépris. Il nous a trahis, a fait tuer un homme bon, m'a coûté une fortune, et ils lui ont donné un poste de bureau.
Il arpentait la petite pièce comme une panthère en cage. Les canaux officiels ont échoué. Alors j'ai décidé de poursuivre une voie non officielle. Il s'arrêta et se tourna pour lui faire face, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité effrayante. Depuis 3 ans, je traque Julien Moreau. Pas l'homme qui pousse des papiers à Bruxelles, mais l'homme qui opère dans l'ombre, qui blanchit de l'argent pour les mêmes personnes qu'il combattait autrefois. Je l'ai suivi, j'ai étudié son réseau et je l'ai finalement acculé. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Dans 3 jours, j'ai une réunion à Genève. C'est l'aboutissement d'une opération d'infiltration qui a duré 1 an. Je me fais passer pour un acheteur d'un portefeuille d'actifs illicites que Moreau est en train de négocier. Mon partenaire, M. Al-Jamil, est le visage du groupe d'investissement. La négociation finale, cependant, ne se fera pas en anglais. Moreau insiste pour utiliser l'arabe pour les détails sensibles, croyant que cela ajoute une couche de sécurité, une langue qu'il pense maîtriser. Hélène voyait où cela menait. Son cœur recommença à battre la chamade. Cette fois, non pas de peur, mais avec un sentiment terrifiant d'inévitabilité. Mon traducteur, l'homme que j'ai dans mon équipe depuis 6 mois, a eu un accident opportunément ce matin, dit Lefebvre, sa voix plate. Un délit de fuite. Il s'en sortira, mais il ne parlera pas pendant des semaines. Je suis convaincu que Moreau est derrière tout ça. Il me teste, essaie de voir si je vais reculer, si je bluffe. Je ne peux pas reculer, c'est ma seule chance de l'avoir. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir les légères rides de fatigue autour de ses yeux, le seul signe que cette croisade avait un coût personnel. « J'ai besoin d'un traducteur », déclara-t-il. Ce n'était pas une question, c'était une déclaration. J'ai besoin de quelqu'un qui non seulement parle la langue parfaitement, mais qui comprend le sous-texte, la nuance, les mensonges. Quelqu'un qui connaît le monde d'où vient Julien Moreau. J'ai besoin de quelqu'un qui a autant de raisons que moi de vouloir qu'il paie pour ce qu'il a fait. Il la regarda et, pour la première fois, elle vit autre chose que de l'arrogance ou du pouvoir dans ses yeux. C'était un désespoir brut et calculé. Il ne s'était pas seulement moqué d'elle au restaurant. Il avait parlé dans un dialecte spécifique, lâchant un nom de code très spécifique. C'était un coup de poker, une chance sur 1 milliard que quelqu'un quelque part dans cette ville puisse réagir. Il avait jeté une ligne, et elle avait mordu à l'hameçon. C'est de la folie, souffla Hélène en secouant la tête. J'ai laissé cette vie derrière moi. Je suis une serveuse. Vous n'avez jamais été une serveuse, a-t-il rétorqué, sa voix tombant à un murmure persuasif. Vous êtes un fantôme, caché à la vue de tous, vous punissant pour quelque chose qui n'était pas de votre faute. Vous pensez que frotter des tables et verser du vin lavera le sang de vos mains. Ce ne sera pas le cas. Il fit un geste vers la pièce opulente. C'est votre chance. Pas seulement d'obtenir justice pour Tarek, mais de récupérer votre vie. Moreau connaît votre ancien nom, votre ancien visage. Il suppose probablement que vous êtes morte ou sans importance. Vous seriez la dernière personne qu'il s'attendrait à voir. Il a nommé un chiffre, une somme si astronomique qu'elle lui a donné le vertige. C'est ce que je vous paierai pour 3 jours de votre temps. Quand ce sera fini, vous aurez assez d'argent pour disparaître correctement. Une nouvelle identité, une nouvelle vie n'importe où dans le monde. Fini de se cacher dans des tabliers et de vivre dans la peur. C'était un pacte avec le diable. Il lui offrait tout ce qu'elle pensait vouloir. La liberté, la sécurité et une chance de rédemption. Mais le prix était de retourner dans le monde même qu'il avait presque détruite, de faire face à l'homme qui hantait ses cauchemars. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure. « Vous êtes un homme qui joue avec les espions et l'argent comme s'il s'agissait de pièces d'échecs. Pour ce que j'en sais, c'est vous qui l'avez trahi. » Lefebvre n'a pas bronché. Parce que Tarek n'était pas seulement un atout pour moi. Il était le fils d'un vieil ami qui m'avait demandé de le faire sortir de Syrie. J'ai échoué. Il ne s'agit plus d'argent. C'est une dette que je dois payer. Sa sincérité était surprenante. Une fissure dans la formidable armure qu'il portait. Il a tendu la main, non pas pour la serrer, mais comme un geste d'ouverture. C'est votre choix. Retournez à votre casier, changez d'uniforme et sortez par cette porte. Je demanderai à mes hommes d'effacer toute trace de cette conversation. Vous pourrez redevenir Hélène Dubois, la serveuse invisible. Ou vous pouvez monter dans la voiture qui vous attend en bas, et vous pouvez m'aider à finir ce que nous avons tous les deux commencé il y a 3 ans. L'air crépitait du poids de sa décision. Derrière la porte se trouvait la sécurité de sa cage. Dans la voiture se trouvait la nature sauvage, terrifiante et incertaine de son passé. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur de la femme qu'elle était autrefois, une femme qui ne fuyait pas un combat. Elle regarda sa main, puis de nouveau son visage. Elle prit une profonde inspiration.
l'air stérile et conditionné du restaurant lui semblant mince et sans signification. « Où est la voiture » demanda-t-elle. Un fantôme? C'est ainsi que Damien Lefebvre l'avait appelée, et assise dans l'intérieur silencieux et parfumé de cuir de sa Maybach, filant à travers les rues de Paris au néon glissant, Hélène en ressentait la vérité. Le personnage d'Hélène Dubois, celle qui s'inquiétait des pourboires et polissait les verres à vin, s'effaçait déjà, se détachant comme une peau de serpent. En dessous, une femme différente émergeait, quelqu'un de plus vif, de plus alerte, ses sens aiguisés à un degré qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne parlera pas pendant le trajet. Lefebvre était au téléphone, sa voix un murmure bas et sec alors qu'il donnait une série d'ordres. Effacez la réservation au restaurant. Récupérez toutes les vidéos de surveillance du pâté de maison. Je veux un dossier complet sur les associés actuels de Julien Moreau. Concentrez-vous sur Genève. Et donnez-moi tout sur les activités post-retraite de l'ambassadeur Robert Hubert. Hélène regardait les lumières de la ville défiler, son reflet, un visage pâle et déterminé, dans la vitre. Elle traitait la vitesse pure de la transition. Il y a 1 heure, sa plus grande préoccupation était de savoir si une table serait satisfaite de son steak. Maintenant, elle faisait partie d'une opération de renseignement financée par des fonds privés, traquant un traître sur un autre continent. La voiture descendit dans un garage privé sous une tour de verre élégante et anonyme dans le Marais. Les portes d'un ascenseur privé s'ouvrirent directement devant eux. Lefebvre la fit entrer, sa présence remplissant le petit espace. Ils montèrent en silence jusqu'au penthouse. L'appartement était moins une maison qu'un centre de commandement, vaste, minimaliste, avec des baies vitrées offrant une vue divine sur toute la ville. Mais au lieu d'art, les murs étaient dominés par une batterie de moniteurs, affichant des cours de la bourse, des fils d'actualité et des cartes satellites. Une équipe de 3 analystes, 2 hommes et une femme, tous vêtus d'une tenue décontractée mais élégante, travaillaient silencieusement à une longue table noire obsidienne. Ils ne levèrent même pas les yeux lorsque Lefebvre entra. « Voici Catherine, » dit Lefebvre en désignant la femme aux traits fins qui portait un casque. « C'est ma chef analyste, vous travaillerez avec elle. Elle vous mettra au courant. » Catherine leva enfin les yeux, son regard analytique et dépourvu de toute surprise. Il était clair qu'elle était habituée à ce que son patron amène des étrangers dans le giron. « Madame, dit-elle d'un signe de tête sec, procurez-lui un ordinateur portable sécurisé et un accès aux archives du Faucon, habilitation de niveau 1, ordonna Lefebvre. Je veux qu'elle examine chaque information que nous avons sur Moreau, chaque communication, chaque transaction financière. Elle doit connaître tout son réseau avant que nous n'atterrissions à Genève. » Il se tourna ensuite vers Hélène. « Il y a une chambre par là, » dit-il en montrant un couloir d'un blanc éclatant. « Vous y trouverez des vêtements, des articles de toilette, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Un jet privé est en attente au Bourget. Nous partons dans 6 heures. » Et sur ce, il se dirigea vers son propre bureau, la porte vitrée se refermant derrière lui, laissant Hélène seule au cœur de la machine. Catherine lui fit signe de s'asseoir, glissant un ordinateur portable fin et crypté devant elle. « Il ne fait pas dans les amabilités, » dit Catherine, de sa voix pragmatique, « mais il est le meilleur dans ce qu'il fait. Bienvenue dans l'équipe, je suppose. » Pendant les 5 heures suivantes, Hélène ne bougea pas. Le monde extérieur cessa d'exister. Elle était consumée par les données sur l'écran. Tout était là. Les renseignements bruts que Tarek avait fournis. Des photos de surveillance, des virements bancaires, à travers des sociétés écrans à Chypre et aux îles Caïmans. C'était une toile sombre et enchevêtrée de tromperies, et en son centre se trouvait Julien Moreau. Lire les dossiers était comme revivre un cauchemar en haute définition. Elle vit les transcriptions de ses propres communications codées avec Tarek, ses propres mots la fixant depuis l'écran. Elle vit le rapport sur l'insuffisance des preuves du Quai d'Orsay, un blanchiment bureaucratique et clinique du meurtre d'un homme. Mais l'équipe de Lefebvre était allée plus loin. Ils avaient suivi les mouvements de Moreau après qu'il ait quitté le ministère. Il n'avait pas simplement pris un poste de bureau. Il avait tiré parti de ses anciens contacts et de sa connaissance des opérations clandestines pour devenir un courtier pour les acteurs les plus dangereux du monde, des États voyous, des marchands d'armes, des financiers du terrorisme. Il vendait les secrets mêmes qu'il avait juré de protéger. L'accord en cours à Genève était son chef-d'œuvre. Il négociait la vente d'une suite de cyberguerres de nouvelle génération, un programme capable de paralyser le réseau électrique ou le système financier d'une nation, à un consortium représenté par M. Al-Jamil. Le jeu de Lefebvre était de se faire passer pour l'argent derrière Al-Jamil, d'attirer Moreau dans une position de vulnérabilité et d'acquérir des preuves irréfutables de sa trahison.
des preuves qui ne pourraient pas être enterrées par l'immunité diplomatique. Alors qu'elle lisait, les derniers morceaux d'Hélène Dubois, la serveuse timide, s'effritèrent en poussière. Une colère froide et professionnelle s'installa à sa place. Il ne s'agissait plus seulement de Tarek. Il s'agissait des dommages cancéreux et tentaculaires que Moreau causait au monde. Un dossier attira son attention. Il était intitulé « Hubert Post ». Elle l'ouvrit. Il contenait des rapports de surveillance sur son ancien patron, l'ambassadeur Robert Hubert. L'équipe de Lefebvre l'avait suivi. Depuis sa retraite forcée, Hubert menait une vie tranquille en Bourgogne. Mais il y avait des bizarreries. Plusieurs voyages inexpliqués à Zurich. Une série d'appels cryptés vers un numéro que l'équipe de Lefebvre avait identifié comme appartenant à l'un des associés connus de Moreau. Une pensée écœurante commença à se former dans l'esprit d'Hélène. L'histoire officielle était que Hubert était un homme bon qui avait été déjoué par son adjoint traître. Mais si ce n'était pas toute la vérité, et si la trahison était plus grande que le seul Julien Moreau, elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas Lefebvre s'approcher, avant qu'il ne se tienne à côté d'elle. Il posa une tasse de café noir sur la table. « Trouvez quelque chose d'intéressant » demanda-t-il. Hélène montra l'écran. « L'ambassadeur Hubert. Vous pensez qu'il était impliqué » L'expression de Lefebvre était sombre. Hubert était un patriote, mais c'était aussi un homme fier qui sentait que son pays l'avait trahi en le forçant à partir. Et les hommes fiers et amers peuvent mal faire des compromis. Je n'ai pas de preuves, juste un schéma qui ne me plaît pas. Il est possible que Moreau l'utilise encore ou que Hubert soit un partenaire consentant. C'est une autre affaire à régler. Il la regarda, ses yeux scrutant son visage. « Vous tenez le coup ?»« Je vais bien, dit-elle, et pour la première fois, c'était la vérité absolue. La peur et la culpabilité étaient toujours là, mais elles avaient été forgées en autre chose, un but. L'arabe de Moreau, dit-elle en pensant tout haut, il a toujours été compétent, mais il avait un accent kérote distinct de son temps en Égypte. Il l'écoutera. Mon dialecte est purement damascène. Il remarquera la différence. Bien, répondit Lefebvre. Laissez-le. Laissez-le penser que vous êtes juste une traductrice standard de Syrie. Il ne vous reliera pas à l'agent de liaison américain de l'ambassade. Votre ancien dossier personnel indique que vos compétences linguistiques sont fluides, mais il ne précise pas le dialecte. C'est un petit détail, mais cela pourrait être l'angle mort qui nous donne un avantage. Il tapota une touche de l'ordinateur portable, affichant une photo de surveillance granuleuse. C'était Julien Moreau sortant d'un hôtel à Dubaï. Il avait l'air plus âgé, son visage plus dur, mais c'était incontestablement lui. L'homme qui lui avait souri lors des réunions à l'ambassade, tout en orchestrant la mort de Tarek. « Il est arrogant, dit Lefebvre, c'est sa faiblesse. Il pense qu'il est l'homme le plus intelligent dans n'importe quelle pièce. À Genève, il sera dans une pièce avec vous. Assurons-nous que ce soit la dernière erreur qu'il commette. » 6 heures après avoir quitté l'apogée, Hélène était dans un Gulfstream J650, s'élevant haut au-dessus de l'Atlantique. Elle avait troqué son uniforme de serveuse contre un tailleur pantalon noir sur mesure qui l'attendait. Elle ne ressemblait pas à une serveuse, mais à ce qu'elle était, une arme, polie et pointée. En face d'elle, Damien Lefebvre passait en revue les derniers préparatifs avec Catherine via une liaison vidéo sécurisée. Le fantôme ne se cachait plus. Elle était de retour dans la machine, et elle volait au cœur de la tempête. Genève était une ville d'une neutralité calme et mortelle. Nichée sur les rives sereines de son lac, c'était un endroit où les fortunes étaient cachées, les secrets échangés, et les guerres menées non pas avec des armées, mais avec des conversations chuchotées dans les halls feutrés des grands hôtels. C'était la scène parfaite pour l'acte final du long jeu de Damien Lefebvre. Ils atterrirent tous sur un aérodrome privé et furent emmenés dans un convoi de berlines noires. Hélène fut installée dans une suite à l'hôtel Beau Rivage, avec une vue panoramique sur le lac et le jet d'eau. C'était un monde à part de son appartement exigu de Belleville. Mais le luxe était une cage, peu importe à quel point elle était dorée. Un des agents de sécurité de Lefebvre, un ancien agent stoïque du Mossad nommé Gabriel, était posté devant sa porte. Elle n'était plus un agent libre. Elle était un atout essentiel à protéger à tout prix. La réunion était prévue pour le lendemain après-midi dans une suite sécurisée d'un hôtel concurrent, le Mandarin Oriental, choisi par Moreau comme terrain neutre. Les 24 heures qui précédèrent furent un tourbillon de préparation intense. Hélène Lefebvre et M. Al-Jamil, qui étaient arrivés de Riyad pour les rejoindre, se blottirent dans la suite de Lefebvre, qui avait été transformé en centre d'opérations tactiques. M. Al-Jamil était un homme calme et perspicace d'une 60aine d'années, un partenaire commercial de confiance de Lefebvre depuis plus d'une décennie.
Il serait le visage de l'accord, l'investisseur saoudien pieux mais avide que Moreau s'attendrait à voir. Le rôle d'Hélène était d'être la traductrice calme et efficace, présente mais inaperçue. Lefebvre serait présenté comme Monsieur Thorne, le conseiller financier farouchement privé d'Al-Jamil, qui ne parlait pas arabe. C'était une pièce soigneusement construite, un théâtre de miroirs conçu pour exploiter les préjugés et l'arrogance de Moreau. « Il vous sous-estimera tous les deux, » expliqua Lefebvre, arpentant la pièce devant eux. Il verra Faisal comme un cliché, un riche arabe qu'il peut facilement manipuler. Il vous verra, dit-il, ses yeux sur Hélène, comme une employée locale, un meuble. Il dirigera toute sa véritable attention sur moi, essayant de jauger le véritable pouvoir dans la pièce. C'est à ce moment-là que vous ferez le vrai travail. Il se tourna vers Hélène. Écoutez tout, pas seulement les mots qu'il dit, mais les mots qu'il ne dit pas. Écoutez l'hésitation, écoutez les noms, les lieux, tout ce qui ne correspond pas au contexte de l'accord de cyberguerre. Il pourrait mener une affaire parallèle. Il pourrait préparer une double trahison. Votre travail est d'être mes oreilles et mes instincts. La nuit précédant la réunion, Hélène ne put dormir. Elle se tenait à la fenêtre de sa suite, regardant les lumières scintiller sur l'eau. Le fantôme de Tarek semblait plus proche que jamais. Était-ce la justice, ou était-ce simplement la vengeance enveloppée dans la logique froide de la finance et de la géopolitique? Cela avait-il même de l'importance? Ses pensées dérivèrent vers l'ambassadeur Hubert. Était-il vraiment un traître, ou juste un vieil homme brisé utilisé comme un pion par son ancien protégé? Elle avait de nouveau accédé à son dossier pendant le vol, lisant les transcriptions de ses appels. Ils étaient cryptiques, mais une phrase ressortait, une ligne que Hubert avait utilisée dans un appel à l'associé de Moreau. Dites-lui que le paquet de Genève est prêt, mais que le coursier a quelques réserves. Paquet, coursier, c'était du jargon d'agence. Hubert parlait-il de lui-même, ou faisait-il référence à quelque chose ou quelqu'un d'autre? Le lendemain, l'air dans la voiture en direction du Mandarin oriental était épais de tension. Hélène sentit un calme étrange s'installer en elle. C'était la concentration qui précède une traduction à enjeu élevé, le moment où le soi doit disparaître, ne laissant que les langues, le pont entre deux mondes. Elle était vêtue d'un tailleur gris conservateur, ses cheveux tirés en arrière, son visage sans maquillage. Elle était l'image de l'anonymat professionnel. Lefebvre, en tant que Monsieur Thorne, était vêtu d'un costume sombre et sévère, son expression impassible. Monsieur Al-Jamil avait tout l'air d'un riche cheikh, projetant un air d'autorité détendue. Ils furent accueillis dans le hall et escortés jusqu'à une suite privée au dernier étage. Et là, debout près de la fenêtre, le dos tourné, se trouvait Julien Moreau. Il se retourna à leur entrée, un sourire confiant et prédateur sur le visage. Il n'avait pas bien vieilli. Le charme juvénile dont elle se souvenait de l'ambassade avait disparu, remplacé par le regard dur et cynique d'un homme qui avait vu et fait des choses terribles. Mais l'arrogance était toujours là, plus brillante et plus puissante que jamais. Ses yeux balayèrent sur la pièce, les évaluant. Il salua chaleureusement M. Al-Jamil en arabe, puis fit à Lefebvre un bref signe de tête dédaigneux. Son regard passa sur Hélène, avec à peine une lueur d'intérêt, exactement comme Lefebvre l'avait prédit. Il voyait une traductrice, rien de plus. « Bienvenue, Faisal », dit Moreau en arabe, son accent kairote prononcé. « Je suis heureux que nous puissions enfin nous rencontrer en personne. Et voici votre conseiller. »« Voici Monsieur Thorne », répondit Al-Jamil en arabe, jouant son rôle à la perfection. Sa discrétion est aussi légendaire que son acumène financier. Il est ici pour observer. Hélène traduisit l'échange pour Lefebvre d'un ton monocorde et bas en anglais, sa voix soigneusement neutre. Ils s'assirent. La suite était propre, presque stérile. L'équipe de Lefebvre l'avait déjà inspecté pour détecter des micros, mais l'équipe de Moreau l'avait probablement inspecté à nouveau. Tout le monde était sur ses gardes. Moreau commença la présentation. Il parla de la suite de cyberguerre, de ses capacités, de sa déniabilité. C'était un vendeur magistral tissant une tapisserie de pouvoir et de profit. Hélène traduisait fidèlement, son esprit un écran partagé, une partie traitant le sens littéral, l'autre analysant chaque nuance, chaque scintillement de ses yeux, chaque changement subtil de ton. Au bout d'une demi-heure, Moreau s'arrêta pour boire un verre d'eau. Il se pencha en arrière, l'image de la confiance. « Bien sûr, dit-il à Al-Jamil, la vraie valeur n'est pas seulement le logiciel, mais la clé, un code d'accès dérobé qui donne à l'utilisateur le contrôle sur l'ensemble du réseau du développeur. C'est une sécurité unique, et elle est, bien sûr, tarifée en conséquence. »
Et la livraison de cette clé ? Demanda Al-Jamil. Moreau sourit. Ce n'est pas un objet physique, c'est une séquence détenue par un tiers de confiance. Un coursier, si vous voulez. Une fois que vos fonds seront confirmés en dépôt fiduciaire, le coursier vous transmettra la séquence. C'est la garantie ultime de sécurité pour toutes les parties. Le sang d'Hélène se glaça. Coursier. Le mot de l'appel téléphonique de Hubert. Elle traduisit les mots de Moreau pour Lefebvre, sa voix ne trahissant aucune émotion. Mais pendant qu'elle parlait, elle fit un geste minuscule, presque imperceptible de la main gauche, un signal préarrangé à Lefebvre qu'elle avait entendu quelque chose de significatif, quelque chose qui n'était pas prévu. Les yeux de Lefebvre, qui avaient été à moitié fermés dans un air fin d'ennui, s'aiguisèrent, presque invisiblement. Moreau continua, inconscient. Le coursier est un vieux routier, complètement fiable. Il a un certain bagage diplomatique qui le rend intouchable. C'était une erreur, un morceau de vanité. Moreau ne pouvait s'empêcher de faire allusion à l'intelligence de son plan. Il parlait de l'ambassadeur Hubert. Hubert n'était pas seulement un pion, il était la cheville ouvrière de tout l'accord. Il détenait la clé. Les pièces se mirent en place dans l'esprit d'Hélène. Il ne s'agissait pas seulement de vendre une arme. Moreau utilisait son ancien patron, un homme bénéficiant de l'immunité diplomatique, pour détenir la pièce la plus précieuse de la transaction, s'isolant ainsi du crime réel. Si l'accord tournait mal, Hubert serait celui qui serait pris la main dans le sac, un ancien ambassadeur en disgrâce vendant des secrets d'État. Moreau serait loin. C'était la trahison ultime. Hélène devait faire passer un message à Lefebvre, quelque chose de plus spécifique qu'un signal de la main. Elle devait le prévenir que Hubert était le coursier, que le piège était plus compliqué qu'il ne l'avait repensé. Mais comment ? Elle ne pouvait pas sortir de son rôle. Puis une idée germa, un pari désespéré et dangereux qui utiliserait ses compétences non seulement pour traduire, mais pour manipuler. Alors que Moreau détaillait les exigences du dépôt fiduciaire, Hélène commença sa traduction pour Lefebvre. Elle rapporta fidèlement les mots de Moreau, mais à la fin d'une phrase, elle ajouta une seule phrase discrète en anglais, la mélangeant si parfaitement qu'elle semblait faire partie de la traduction. « Les fonds doivent être virés sur un compte à Zurich », traduisit-elle, puis ajouta « Le paquet de Robert est la clé ». Et puis continua sans pause, moment auquel le protocole de transfert sera initié. Elle avait utilisé le prénom de l'ambassadeur, Robert. C'était un risque. Lefebvre le remarquerait-il ? De l'autre côté de la table, Damien Lefebvre ne montra aucun signe extérieur. Il cligna juste lentement des yeux une fois, mais Hélène, qui l'étudiait depuis des jours, le vit. Le resserrement infinitésimal des muscles autour de ses yeux. Il l'avait entendu, il avait compris. La partie venait de changer. Et Julien Moreau n'avait aucune idée que le fantôme de son passé était assis à 1 mètre de lui, démantelant silencieusement son empire. Un mot à la fois. La suite était devenue un champ de bataille de mots. La prétention d'une transaction commerciale avait disparu, remplacée par un interrogatoire tendu mené par une seule femme silencieuse. Lefebvre, par l'intermédiaire d'Hélène, sondait sans relâche les points faibles de l'histoire de Julien Moreau, se rapprochant de la vérité à chaque phrase traduite. L'accord, expliqua Moreau avec une satisfaction suffisante, dépendait de la livraison d'une clé numérique par un coursier de confiance. « C'est un vieux routier », dit Moreau en arabe, « quelqu'un avec un certain bagage diplomatique qui le rend intouchable. » Alors qu'Hélène traduisait les mots pour Lefebvre, une certitude froide l'envahit. Hubert, le coursier, était son ancien patron. Elle relaya la déclaration de Moreau, mais son ton était une arme en soi, insufflant au mot « diplomatique » un poids glacial qu'il était impossible de manquer. De l'autre côté de la table, les yeux de Lefebvre se plissèrent. Il comprit. Le piège était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Sentant le changement, Moreau devint agité. « L'identité du coursier ne fait pas partie de cette négociation », lança-t-il. Hélène commença à traduire sa réponse hostile, puis s'arrêta. Elle sortit de son personnage avec la précision d'un chirurgien. Regardant directement Lefebvre, elle passa un anglais impeccable et sans accent. Il dit aussi, ajouta-t-elle, sa voix fendant l'air comme du verre, que l'accord est aussi sûr que les promesses qu'il a faites un jour à l'ambassadeur Hubert à Damas. L'effet fut une détonation. Moreau la fixa, son visage se vidant de toute couleur, alors qu'il luttait pour faire le lien entre la traductrice anonyme et le fantôme de son passé. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, son arrogance se brisant enfin. Damien Lefebvre se leva lentement, son ombre tombant sur la table. « C'est le fantôme que tu n'as pas réussi à tuer, Julien, dit-il. Sa voix un grognement bas. « Et ton coursier »
J'ai bien peur que l'ambassadeur Hubert ait détaillé tout ton réseau de trahison à de vieux amis du Quai d'Orsay depuis 1 heure. » Échec. Et mat. La panique explosa dans les yeux de Moreau. L'œuvre de sa vie, bâtie sur la trahison, s'était effondrée en quelques minutes. Dans un dernier acte désespéré, il se jeta sur la table, attrapant le vieux monsieur Al-Jamil et lui tenant un coupe-papier en argent sous la gorge. « Personne ne bouge !» cria-t-il. « Je sors d'ici ou il meurt !» L'équipe de sécurité de Lefebvre fit irruption, armes au poing, mais fut forcée de s'arrêter. Mais Moreau, dans sa panique, avait oublié la traductrice. Alors que tous les yeux étaient rivés sur l'otage, Hélène se déplaça avec une détermination silencieuse. Sa main frappa un panneau non marqué sur le mur. Avec un bruit sourd et lourd, des volets métalliques descendirent, plongeant la pièce dans une obscurité absolue et désorientante. Moreau poussa un cri de choc. Dans le noir absolu, la voix d'Hélène était le seul point de repère. Une commande calme dans l'oreillette de Lefebvre dirigeant son équipe de sécurité. Un seul bruit sourd et lourd résonna, puis le silence. Lorsque les lumières revinrent, Julien Moreau était au sol. Son empire et sa liberté étaient anéantis. C'était fini, non pas par une balle, mais par la serveuse silencieuse qu'il n'avait même jamais vue. Les suites furent aussi rapides et silencieuses que les transactions commerciales de Lefebvre. De retour dans la suite présidentielle surplombant le lac Léman, la tension s'était évaporée, laissant place à une clarté tranquille. Julien Moreau était un fantôme dans un système qu'il ne pouvait plus manipuler. Son sort était scellé. Damien Lefebvre désigna une mallette sur la table polie. « Le paiement sur lequel nous nous sommes mis d'accord, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Avec une nouvelle identité propre. Vous pouvez être n'importe qui, n'importe où, le fantôme que vous étiez censé être. » Pendant 3 ans, cela avait été son seul rêve. Mais là, debout, après avoir affronté l'homme qui avait brisé sa vie, elle savait que se cacher n'était plus une option. C'était juste un autre genre de cage. « Je ne veux pas disparaître, dit-elle, sa voix stable alors qu'elle regardait le soleil couchant. Je ne suis plus un fantôme, je sais qui je suis. » Un lent et authentique sourire effleura les lèvres de Lefebvre. Il ne voyait pas une victime, mais une égale. « Bien, dit-il, parce que j'ai une autre offre. Cette mallette vous achète une vie facile, ou vous pouvez avoir une vie difficile en dirigeant une fondation que je finance. Elle aide les gens comme nous, ceux qui se font brûler et laisser pour compte. C'est un travail dangereux, ingrat, et il pêche une fraction de ce qu'il y a dans cette mallette. Il lui offrait un choix entre une existence confortable et une vie pleine de sens. » Hélène regarda la mallette, une vie de sécurité tranquille posée sur la table. Puis elle croisa son regard, voyant un avenir rempli de buts, pas de silence. Le choix n'avait jamais vraiment été un choix. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle. L'histoire d'Hélène n'est pas seulement celle d'un retour choquant ou de la surprise d'un milliardaire. C'est un rappel puissant que nous avons tous des profondeurs cachées, des compétences et des passés qui font de nous ce que nous sommes. Elle montre que la personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent la plus observatrice, et que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir que l'on affiche, mais dans le courage que l'on porte en soi. Elle est entrée dans ce restaurant en tant que fantôme, se cachant de son passé, mais en est sortie en tant que maîtresse de son avenir, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa voie et réécrire sa propre histoire.